Ok, laisse-moi te dire la différence entre Facebook et tous les autres. On ne crache jamais. Si les serveurs sont en panne ne serait-ce qu'une journée, toute notre réputation sera définitivement détruite. Écoute, j'ai sous... Spencer l'a démontré. Même un nombre réduit de départs se répercuterait sur toute la base. Tu comprends? Tout porte à croire que, dès 2003, Mark Zuckerberg avait parfaitement compris l'importance de l'expérience utilisateur pour le produit digital qu'était alors le site de Facebook.com. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'autre grande leçon à tirer de cette expérience. Dans une interview accordée à Paul Graham, Mark Zuckerberg déclare que même lorsque le site n'était encore développé que par quelques personnes et ne générait aucun revenu, les coûts d'hébergement s'élevaient déjà à plus de $1000 par an. Mais que signifie la phrase « Les utilisateurs sont volatiles, Friendster l'a démontré ». La volatilité des utilisateurs est une notion qui décrit la réalité du fait que certains consommateurs adoptent un comportement de chasseur en perpétuel mouvement, qui ne sont jamais définitivement acquis à un service, un produit ou une marque. Un rapport de Consumer Science et Analytics les classe même en 4 catégories: les promophiles, les technophiles, les insoupçonnés et les insatiables. Ces utilisateurs oscillent en permanence entre différents services ou plateformes et, de ce fait, influencent les autres utilisateurs. Sur de gros volumes, la tendance qui se dégage, c'est que lorsque des utilisateurs vous quittent, il est difficile de les faire revenir. Donc, lorsque votre produit dispose d'une base d'utilisateurs, il ne faut pas les perdre, en les tenant en haleine et en leur donnant le moins de raisons possibles d'essayer d'autres outils. Mais, pour en revenir à Facebook, ceci n'explique que la première partie de son succès, c'est-à-dire ce qui a permis à la plateforme d'atteindre la masse critique suffisante pour intéresser des investisseurs. Vous vous souvenez sans doute d'autres sites de réseaux sociaux comme Social de Microsoft, Friendster, Orkut ou Google+. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Comment expliquer que Facebook soit parvenu à accroître continuellement sa base d'utilisateurs jusqu'à avoir un quasi-monopole sur le monde des réseaux sociaux? Sur Crazy Egg, David Zeng liste 5 raisons majeures pour lesquelles les utilisateurs quittent le plus souvent une page web. Lorsqu'ils n'y trouvent pas ce à quoi ils s'attendaient, lorsque le site n'est pas utilisable, lorsqu'ils ne savent pas quoi faire, ou en tout cas lorsqu'ils ne trouvent pas facilement comment utiliser le site, lorsqu'ils ne font pas confiance au site ou vous soupçonnent de ne pas être authentique, lorsque le contenu n'est ni inspirant ni impressionnant. Là encore, on voit que la fiabilité de l'infrastructure, ou en tout cas l'impact qu'elle a sur l'utilisation du produit, est important mais n'est pas l'unique raison. Pour essayer d'y voir clair, l'exemple de Facebook contre Orkut est éloquent. Les approches de Facebook et de Orkut, qui a été supportée par Google jusqu'en 2014, étaient en apparence similaires, à savoir s'améliorer en permanence pour répondre aux demandes des utilisateurs et s'adapter au marché de manière heuristique, c'est-à-dire par essai-erreur sans savoir au départ où ça allait les mener. D'ailleurs, l'observation du nombre de dépôts de brevets faits par Facebook ces dernières années confirme la continuité de cette approche. Bien sûr, si ce chiffre ne traduit pas parfaitement le nombre de nouvelles fonctionnalités développées, il permet tout de même de confirmer que Facebook est loin de se reposer sur ses lauriers. Mais pour en revenir à la stratégie de Facebook, la logique sous-jacente était légèrement différente de celle d'Orkut dès le départ. Le critère selon lequel étaient choisies les fonctionnalités développées n'était pas simplement basé sur les besoins des utilisateurs. Ou plutôt, les utilisateurs n'étaient pas considérés uniquement comme des personnes souhaitant communiquer et être en contact avec leur entourage affectif, ou avec des personnes partageant des intérêts communs. Le pari gagnant, même s'il n'était pas formalisé de cette façon dès le départ, c'est que tout le monde a quelque chose à vendre. Car, à y regarder de plus près, les clients de Facebook ne sont pas les utilisateurs comme vous et moi, ou en tout cas, pas la partie privée de notre utilisation, mais surtout la partie commerciale, qui se retrouve chez toute personne morale ou physique, qui peut trouver un avantage à pouvoir cibler une audience en fonction de ses goûts, de son âge, de ses affinités, et de son environnement socio-culturel, pour promouvoir du contenu, des biens de consommation, des œuvres, du divertissement, des services, etc. Alors, quelles ont été les améliorations qui ont permis à Facebook de prendre avantage sur Orkut et sur tous les autres? Eh bien, parmi le très grand nombre de fonctionnalités développées sur la plateforme, le succès financier se résume finalement seulement à 4 points. L'interface est simple pour les utilisateurs, elle est accueillante pour les marques et les entreprises, elle a la possibilité de créer des pages business et un système d'abonnement, elle donne la possibilité de faire des likes, et, soit dit en passant, pas des dislikes, et elle propose un fil d'actualité ou newsfeed. En étant simple et fiable, la plateforme garantit le maintien de la base utilisateur. En proposant un fil d'actualité ciblé et intarissable, les utilisateurs ont toujours une raison d'y revenir et d'y rester. En hébergeant des pages commerciales et en permettant d'en faire la promotion directement dans le fil d'actualité,
la plateforme s'auto-alimente. Ces 4 éléments, en apparence tout simples, ont permis de développer un véritable écosystème. Non seulement une plateforme rendant un service social, dans le sens mise en relation à ses utilisateurs, mais aussi tout un environnement dont dépend économiquement un très grand nombre de personnes. Alors quelles leçons tirer de tout cela ? Eh bien la digitalisation permet la mise en relation d'un grand nombre de personnes, l'analyse de gigantesques quantités de données sur base d'un grand nombre de paramètres, l'identification très fine de profils individuels, et le passage à une économie de la dématérialisation. L'avenir proche de l'économie digitale est donc très probablement dans la vente d'expertise sous la forme de microservices très ciblés et dans l'offre d'outils permettant l'interconnexion de ces services et d'autres outils. Dans tous les cas, à moyen terme, la plupart des nouveaux services proposés seront nativement digitaux. Alors, si vous êtes entrepreneur ou vous démarrez une start-up qui développe un produit digital, une application, une boutique, un blog ou une plateforme en ligne, à la lumière de ces constats, la bonne question à vous poser, c'est donc: mon produit suscite-t-il suffisamment la confiance pour que d'autres acteurs puissent envisager de développer une activité économique basée dessus? Parce qu'évidemment, il ne faut jamais oublier qu'une interruption de vos services se traduira par l'incapacité de vos clients à assurer les leurs. Dans une prochaine vidéo, je présenterai quelles sont les stratégies pour éviter les défaillances de son produit digital. Mais pour le moment, n'oubliez jamais que les utilisateurs sont des clients, ou en tout cas des clients potentiels, et qu'une fois votre réputation ternie, il sera très difficile de restaurer la confiance. Pour en revenir à l'objet de cette vidéo, à savoir comment capitaliser et accroître sa base utilisateur, je terminerai donc par un conseil tout simple en 3 points. 1. Donnez le moins de raisons possibles à vos utilisateurs d'essayer d'autres outils ou d'autres services. 2. Gardez à tout prix la confiance de vos utilisateurs, de vos clients et des clients de vos clients. 3. Écoutez Mark Zuckerberg et faites ce qu'il faut pour que votre produit ne crache jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour reprendre les points que j'y présente, j'ai créé un guide qui s'appelle « Comment héberger sereinement son produit digital » que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien en dessous de moi. C'est 100% gratuit et vous n'avez même pas besoin de me donner votre adresse email. Si vous voudriez que j'aborde d'autres sujets du même type qui vous préoccupent, vous pouvez me laisser un like, ça m'aidera à savoir ce qui vous intéresse. Enfin, si vous démarrez une startup, que vous lancez un nouveau produit ou que les coulisses des technologies digitales vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, j'y publie une vidéo sur un thème ou une étude de cas. Merci et à la semaine prochaine.